gestionnaire de fortune et ancien associé gérant de la société Rail. Je vous remercie, monsieur, d'avoir répondu à l'invitation de notre commission. Comme vous le savez, cette commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Beaucoup a été dit et écrit sur les conditions dans lesquelles la procédure de coopération entre les administrations fiscales françaises et helvétiques a été mise en œuvre. Il nous appartiendra d'éclairer plus particulièrement les limites posées par l'avenant du 27 février 2009 à la convention fiscale franco-suisse et l'interprétation de celui-ci telle qu'elle résulte de l'échange de lettres daté du 11 février 2010. Mais avec l'audition de cet après-midi, nous souhaitions obtenir au préalable un éclairage sur les mécanismes qui sont mis en œuvre pour dissimuler les comptes non déclarés détenus à l'étranger afin de mieux apprécier le libellé de la demande d'entraîne administrative adressée aux autorités suisses. J'ajouterais que, bien entendu, ce qu'on trouve dans la presse, c'est que le compte qu'aurait détenu, qu'il a reconnu d'avoir détenu à l'étranger, aurait été dans un premier temps en Suisse à l'UBS, puis, semble-t-il, à la compagnie REL, et après aurait été transféré à Singapour. Bon, mais la justice le sait. Nous ne savons que ce qu'on a vu, puisque M. Cahuzac n'a pas voulu nous le dire. Donc c'est là-dessus que votre audition nous intéresse. Donc, avant d'aller plus loin, il nous revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie de bien vouloir vous lever, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Merci, vous pouvez vous rasseoir. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une dizaine de minutes, c'est un ordre de grandeur, hein, et je donnerai ensuite la parole au rapporteur Alain Claes pour un échange de questions et de réponses, et j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à intervenir pour poser leurs questions. Monsieur Condamin-Gerbier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci de m'accueillir. Merci, Mesdames et Messieurs, de prendre sur votre temps pour m'écouter. Je pense que dans ce dossier, comme dans de nombreux autres dossiers qui, malheureusement, constitue une large partie de l'actualité française. Il était peut-être temps que les praticiens et les techniciens de terrain s'expriment et que nous arrêtions d'entendre les discours politiques, les théories académiques et les grandes déclarations d'intention de gens qui n'ont jamais vécu la réalité des pratiques révélées aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir enfin fait appel à un praticien qui n'en est qu'un parmi tant d'autres qui pourrait, si beaucoup d'entre eux ne faisaient pas l'objet de pressions importantes, témoigner, comme j'essaie de le faire depuis quelques semaines et quelques mois. Je lisais le libellé de votre commission et je ne pouvais m'empêcher, et il n'y a aucune malice dans ce que je vais vous dire, de sourire à la lecture du mot « éventuel » et à la singularité dans l'écriture du mot « gouvernement ». Alors je sais très bien que nous parlons aujourd'hui d'une affaire particulière qui concerne un homme et qui explique, j'imagine, le libellé que vous avez choisi. Mais permettez-moi, avant de répondre très directement à vos autres questions, de vous dire que cela fait 20 ans, je suis français, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, j'ai toujours travaillé, j'ai quitté la France pour travailler d'abord dans le monde anglo-saxon, puis en Suisse. Je me suis beaucoup occupé de clientèle française dans un métier qui n'est pas tout à fait la gestion de fortune, qui est le métier du family office, où on est un peu j'allais dire, un régisseur, un secrétaire privé qui gère à la fois le quotidien et les aspects beaucoup plus complexes des patrimoines de plusieurs grandes familles. Mais la clientèle française a toujours fait partie, de par ma nationalité, de par les premières familles pour lesquelles j'ai travaillé, de mes centres d'intérêt. Et je défie quiconque ayant au minimum 5 à 10 ans d'expérience dans ce métier de la gestion de fortune en dehors de France, pour la clientèle française, de ne pas avoir pu, sauf à vraiment faire preuve ou d'aveuglement ou de mauvaise foi, constater des pratiques importantes, réelles, de dysfonctionnement, touchant de près ou de loin une partie, et j'insiste bien sur le mot « une partie », du personnel politique français, à titre de l'enrichissement personnel ou au titre de l'organisation des partis et familles politiques qu'ils représentent. C'est à ce titre-là que le mot « éventuel » me faisait plus particulièrement sourire. Mon deuxième propos d'introduction sera de dire que sans
sans excuser d'une quelconque... Je voudrais vous interrompre. Vous portez une accusation grave, monsieur, vous êtes devant une commission d'enquête, vous venez prêter serment. Absolument. Quand vous parlez de responsables politiques qui auraient pu avoir des agissements non conformes à la loi, vous pouvez préciser? On ne peut pas accepter dans une commission d'enquête que des insinuations comme celle-ci soient lancées sans que vous alliez jusqu'au bout des choses. Alors, monsieur, je n'irai pas jusqu'au bout des choses devant une organisation dont une partie du personnel, et je ne parle pas des gens... Pas une organisation, monsieur, c'est le Parlement. Absolument. Devant le Parlement, dont une partie est présente ici, alors qu'à l'intérieur de ce Parlement, il y a des gens qui sont juges et partis. Je vais répondre encore plus directement à votre question en vous signifiant que la liste et les éléments d'information dont j'ai fait état dans les médias depuis quelques semaines a été, depuis la date d'hier, dans sa grande majorité, transmise à la justice française. Je ne m'exprimerai donc que devant la justice française, qui est, au-delà de toute autre institution, seule à se prononcer sur les éléments en question. Donc vous me permettrez de ne pas répondre précisément à votre remarque. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Monsieur Condamine-Gerbier, nous sommes ici, je l'ai expliqué dans l'introduction, pour que vous nous expliquiez les mécanismes de la fraude. Comme vous l'avez rappelé, la quinzaine de noms que vous avez évoqués appartenant à la classe politique, ça n'est pas dans notre champ de notre compétence. Absolument. C'est à la justice, et comme vous l'avez saisi, puisque vous venez de le révéler, c'est à la justice de faire son travail. Et si le mot éventuel figure dans le titre de notre commission, c'est très simple. C'est pour éviter qu'on soit accusé de préjuger des conclusions de notre commission d'enquête. C'est tout. C'est tout. Donc soyez très libre dans vos propos. Absolument. Je répondais simplement à la remarque de la personne qui se trouve à votre droite et rapporteur. Simplement, vous faites ce que vous voulez du témoignage de quelqu'un qui a été sur un terrain sur lequel vous n'avez jamais été. Je n'ai aucun intérêt versé à aller dénoncer des choses qui n'auraient absolument aucune réalité. Je suis malheureusement l'un des seuls à le faire aujourd'hui. Je pense que ce qui est en train de se passer et le travail de la justice fera que d'autres s'exprimeront. Je reviens maintenant très directement au sujet qui nous occupe. Je vais faire une petite chronologie qui, pour moi, est éclairante. Je suis effectivement l'ancien associé gérant d'une filiale de l'établissement Rel et Compagnie, qui s'appelle toujours Rel Private Office, qui porte le métier de Family Office. Cette filiale a l'activité que j'ai décrite tout à l'heure. Elle a ses propres clients, qui, pour certains seulement, sont communs avec l'établissement Rel et Compagnie. Il se trouve, très sincèrement, que j'ignore, puisqu'il n'est concerné que par la partie Rel n'était pas banque à l'époque, mais négociant en valeurs mobilières, la partie gestion privée, appelons cela ainsi. J'ignore l'existence de M. Cahuzac dans les livres et dans la liste des clients de Rel et Compagnie à l'époque. Néanmoins, je lis le 13 décembre 2012 un article du quotidien suisse Le Temps, sous la main d'un journaliste qui a été l'ancien correspondant parisien du Temps, Sylvain Besson. Il est dit dans cet article que l'interlocuteur probable de M. Cahuzac sur l'enregistrement qui a été communiqué par Mediapart est une personne s'appelant Hervé Dreyfus. Je connais très bien Hervé Dreyfus, il est le demi-frère de Dominique Rel, je connais ses fonctions et ses relations avec le groupe Rel. Je ne me prononcerai pas, vous le comprendrez plus en détail, puisque je me suis également exprimé devant les juges sur les éléments précis de ce dossier. Je comprends immédiatement, alors que j'étais très sincèrement moi-même persuadé qu'il n'y avait pas d'affaire Cahuzac, que Mediapart était certainement en train de taper à gauche pour montrer, comme il l'avait promis, qu'après avoir tapé à droite, il serait capable de taper à gauche le jour venu, si. Et je pense qu'il n'y a pas d'affaire Cahuzac. Au moment où je lis cet article, je comprends qu'il y a une affaire Cahuzac. Je mets au défi quiconque d'utiliser un moteur de recherche sur Internet, de rentrer le nom Hervé Dreyfus ou de se renseigner très facilement et de ne pas comprendre au moins le lien de famille avec les actionnaires du groupe Rel. J'imagine que les quotidiens suisses
L'ensemble de la presse suisse, comme d'autres pays, sont certainement surveillés et lus par les services de renseignement, par les services fiscaux, par l'administration française. Y a-t-il eu réaction le 13 décembre à la mention d'Hervé Dreyfus pour essayer de voir qui est Hervé Dreyfus, quels sont ses liens, quel rôle aurait-il pu jouer? Il n'y en a pas. Je comprends néanmoins, mais je le garde pour moi et je continue ma vie, qu'il y a certainement une affaire Cahuzac. Je poursuis la chronologie. Je suis entendu à la mi-février par une première fois à Annecy par les enquêteurs de la brigade financière, en lien avec cette affaire. Je réponds très précisément l'affaire Cahuzac. Je réponds très précisément à leurs questions. J'indique qui est Hervé Dreyfus, quels sont ses liens et quel est l'établissement avec lequel il entretient des liens familiaux et des liens d'affaires. Je ne me prononce pas sur la certitude d'une faute quelconque de M. Cahuzac, puisque je ne le sais pas. Plaît, monsieur. Oui. Pourquoi, à mi-février, les enquêteurs vous interrogent? Je leur ai posé cette question. Leur réponse a été que, étant le seul ancien associé, certes d'une filiale, mais néanmoins associé et coactionnaire avec Dominique et François Rel, ils pensent que j'ai certainement un témoignage à apporter. C'est la réponse qu'ils me donnent. J'ignore les raisons précises pour lesquelles ils ont décidé de me convoquer. C'est la réponse qu'ils me donnent. Ce PV, pour moi, a indubitablement été transmis au ministère de l'Intérieur dans l'heure qui a suivi la fin de mon audition, et je vais vous expliquer ce qui me le fait très fortement penser. Deux raisons à cela. La première, c'est que les enquêteurs eux-mêmes me confirment que, du fait de la chaîne qu'ils m'expliquent entre eux et les autorités supérieures de l'État, le PV sera, je reprends leurs mots, quasi indubitablement transmis dans les heures qui suivent au ministère de l'Intérieur. Mais un autre élément, mesdames et messieurs, me permet de le confirmer. Nous finissons l'audition, le PV est signé. Je me lève, nous échangeons quelques propos où l'on parle de tout et de rien avec les enquêteurs, et à titre anecdotique, l'un d'entre eux me dit « Mais nous savons que vous avez eu l'occasion de rencontrer Bernard Tapie. » Alors je lui dis « Écoutez, oui, absolument, j'ai rencontré Bernard Tapie. À une certaine époque, il envisageait de s'installer en Suisse, et connaissant nos compétences en matière d'installation des personnes physiques, d'acquisition d'immobilier et d'autres éléments, il a été recommandé par une connaissance commune. Il me pose quelques questions et puis nous en restons là. Je reçois un appel le lendemain de leurs collègues d'une autre section. Vous m'excuserez de ne pas utiliser les terminologies précises parce que j'ai du mal à suivre les... C'est quel jour? Vous dites mi-février. Alors, je suis entendu très exactement le 20 février par les enquêteurs. 20 février, d'accord. Le 21 février au matin, je reçois un appel d'autres enquêteurs d'une autre section de la brigade financière qui, me dit-on, est rattachée à la préfecture de Paris, qui me disent « Nous savons que vous avez mentionné quelques éléments en off auprès de nos collègues qui vous ont entendu hier. Nous aimerions nous-mêmes, dans le cadre de cette autre affaire, recueillir votre témoignage. » Je suis donc entendu également, de mémoire, une dizaine de jours plus tard, par ces enquêteurs. C'est-à-dire on est fin février, début mars. Donc on est toute fin février, tout début mars. J'ai donc du mal à comprendre comment un élément d'information qui relève de l'anecdote, mentionné en off après signature finale du premier PV d'audition, est transmis immédiatement, puisqu'il m'appelle dès le lendemain matin, à des services directement rattachés à la préfecture de Paris et également au ministère de l'Intérieur. Je pose la question aux enquêteurs qui eux-mêmes me confirment et me disent « Mais monsieur, ne vous faites aucune illusion, n'ayez aucune naïveté. Chaque fois que vous serez entendu par les enquêteurs, vos PV d'audition seront sur le bureau du ministre dans l'heure qui suivra. » Nous avons donc une situation qui me pose question, où j'indique aux enquêteurs, même si les choses n'étaient pas remontées jusqu'au niveau du ministre, qui est Hervé Dreyfus, quel est son rôle vis-à-vis de Rel et compagnie.
quelles sont ses anciennes connexions via son frère avec le CCF et HSBC, qui présentent des liens également avec M. Cahuzac. J'indique la fermeture systématique de l'ensemble des comptes non déclarés français par REL en 2009, avant le 31 décembre 2009 minuit, puisqu'à partir du 1er janvier 2010, les Suisses ne font plus de distinction entre l'évasion et la fraude fiscale. J'indique donc dans mon PV d'audition l'établissement, le lieu probable si les comptes sont partis et la forte probabilité que les comptes sont partis. Et je vois des ministres faire une demande d'information auprès de la Suisse qui ne contient qu'un seul nom d'établissement, qui ne contient que la Suisse comme pays visé, ne fait mention absolument pas du deuxième établissement et encore moins de Singapour. Et j'avoue être très perplexe. Et nous parlons ici de dysfonctionnement de l'État. Je ne comprends pas, sur la base des éléments qui sont consignés dans un PV d'audition auprès de la brigade financière le 20 février, comment ces informations n'ont pas été utilisées. Même si la première demande d'information vis-à-vis de la Suisse était déjà partie. Et elle est partie très vite et on a très vite agité la réponse de l'UBS. Je ne comprends pas comment les éléments complémentaires d'information que j'apporte... monsieur, pour que la commission soit bien éclairée, après la réponse. Absolument. Hein, vous êtes auditionné en février, après la réponse de la Suisse. Absolument. Mais j'ai du mal à comprendre, dans la mesure où des éléments très précis et concrets sont apportés dans peu de temps après la première demande. Pourquoi une deuxième demande ou un complément de demande n'est pas adressé aux autorités suisses? Pour une raison simple, la procédure judiciaire est lancée. Continuez. Expliquez. Vous permettrez, Monsieur le Président, que, en tant que rapporteur, j'apporte une précision à la Commission. La procédure judiciaire est lancée. Votre remarque a été discutée hier avec les juges d'instruction qui pensent, eux, de leur côté, monsieur le rapporteur, que du fait de l'élément particulièrement probant des informations qui ont été apportées, une demande d'information aurait néanmoins pu être faite beaucoup plus rapidement en complément de la première. Oui. Je ne fais que répéter les propos des juges. Oui. Non, mais continuez votre propos. Donc voilà, si vous voulez, la chronologie des faits. Spécifiquement sur le cas de M. Cahuzac, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ignorais les éléments spécifiques. Néanmoins, je peux vous éclairer sur la raison pour laquelle le compte est très probablement passé de l'UBS vers REL et ensuite de REL Genève vers REL Singapour. Je pense que l'UBS, victime de la pression américaine, devant changer très rapidement ses procédures, fait une analyse très rapide de la sensibilité de l'ensemble des clients qui sont certainement classifiés de clients PEP, clients PEP, dans ses livres, dont fait certainement partie M. Cahuzac. Qu'est-ce que ça veut dire, PEP? PEP est un acronyme anglais signifiant « Politically Exposed Person », personne exposée politiquement. C'est une obligation de la part de l'ensemble des établissements suisses, dans la mesure où il existe des liens politiques d'un client ou d'un prospect, de documenter tout spécifiquement la nature de ces liens politiques et d'exercer une surveillance particulière sur la source et la destination des fonds reçus et transitant par les comptes de ces personnes. Néanmoins, la problématique est que dans les petits établissements, ce sont les associés eux-mêmes qui décident si un client doit être classifié PEP ou pas et quel type d'information doit être demandé. Donc malheureusement, dans certains établissements, cette classification n'entraîne pas de vérification plus poussée. L'UBS a donc un problème avec ses clients PEP, notamment ses clients PEP français, puisque l'UBS sait qu'après avoir eu des difficultés, ils auront aux États-Unis, ils auront certainement des questions auxquelles répondre en France. Il faut donc, pour une personne comme M. Cahuzac, trouver un établissement plus petit où on a un accès direct à l'actionnaire et où on peut demander à l'actionnaire un traitement sur mesure et un contrôle évidemment plus important de la confidentialité puisque le nombre de personnes ayant connaissance de l'existence du compte est très inférieur.
Et c'est pour cela, à mon avis, que Hervé Dreyfus recommande REL, parce qu'Hervé Dreyfus est le demi-frère de Dominique Rel. Il a un accès direct à la direction et à l'actionnaire et peut piloter avant, pendant et après totalement la gestion de la relation avec M. Cahuzac. Le départ à Singapour, je l'ai déjà très largement commenté. Ce qui est arrivé à M. Cahuzac est arrivé à l'ensemble des clients français ayant des actifs non déclarés en Suisse, puisque REL n'a rien fait que la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des établissements est fait. Du fait de la renégociation des conventions entre la Suisse et d'autres membres de l'OCDE, qui intervient au 1er janvier 2010, s'il reste un compte non déclaré dans les livres de l'établissement, si les Suisses ont une demande d'information de la part d'une autorité étrangère, ils sont obligés de répondre, alors qu'avant, ils ne répondaient pas s'il s'agissait simplement de soustraction et d'évasion. Donc, REL, comme les autres, à vitesse grand V, fait sortir l'ensemble des comptes non déclarés et les envoie hors de Suisse, en l'espèce à Singapour. Voilà ma vision des étapes que vous avez décrites. Merci. Rien d'autre à déclarer avant qu'on passe aux questions. Absolument. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci d'avoir répondu Je vous en prie. à notre demande. Donc, vous nous dites, à l'introduction, que vous voulez sortir des discours politiques et des théories académiques. Vous voulez être la voix d'un praticien. Quel était votre métier? Comme je vous l'ai expliqué, j'ai exercé essentiellement 2 métiers, monsieur. Le métier de banquier privé. Où ça? Le métier de banquier privé a été exercé à l'époque auprès de la Banque Ambrose, qui a été rachetée par la Société Générale pour devenir SG Ambrose, au sein du groupe EFG, propriété de la famille Latsis, pour laquelle j'ai été à la fois comme membre de leur family office et également banquier privé, au Crédit Suisse, à l'UBS et chez REL et compagnie. REL Compagnie, quelle était votre fonction? Chez REL et compagnie, j'étais associé gérant de la filiale détenue majoritairement par le groupe REL et compagnie, REL Private Office, que j'ai dirigé de mai 2006 à juillet 2010. Cette filiale avait pour métier le métier de family office que j'ai décrit tout à l'heure, qui a aussi été mon 2e métier. Et que j'avais décrit longuement dans Mediapart, dans l'interview que vous avez donnée. Alors les documents, les éléments qui ont été indiqués par Mediapart relèvent d'un entretien qui n'était pas une interview réelle et d'un échange à bâton rompu que Mediapart a décidé de publier. D'accord. Quelle est votre activité aujourd'hui? J'exerce toujours mon métier, mais de façon complètement indépendante, sans être rattaché à un quelconque établissement. Alors, pour préciser les choses, vous ne croyez pas à l'affaire Cahuzac. Ce qui vous met l'alerte, c'est un interview le 13 décembre dans le journal Le Temps. Oui. C'est là où vous prenez conscience qu'il peut y avoir une affaire Cahuzac. Vous confirmez? Je vous confirme absolument que la mention du nom Hervé Dreyfus dans cet article me laisse à penser qu'il y a véritablement quelque chose. Vous êtes entendu la première fois par la brigade financière le 20 février. C'est juste. Ce qui est normal, je rappelle à la commission, le parquet ouvre une enquête préliminaire le 8 janvier 2013. Gonel est entendu le 16 janvier, donc vous êtes entendu par rapport à ce que vous savez. Et vous êtes entendu une nouvelle fois le lendemain ou le surlendemain ou quelques jours après? Non, les enquêteurs prennent contact avec moi le lendemain et je suis entendu une dizaine de jours plus tard. Alors, maintenant, je voudrais m'adresser aux praticiens, car on a besoin, nous, de la commission, d'être éclairés. J'ai 3 questions précises, vous les avez abordées, mais que vous puissiez nous donner vraiment des réponses précises, ça va éclairer la commission. Quels étaient les rapports entre la banque UBS et la société REL avant que la société REL n'obtienne son agrément bancaire? Avant que REL ne devienne banque en novembre 2010, REL avait un statut qualifié par les autorités bancaires suisses de négociant en valeurs mobilières. C'est un statut quasi-bancaire, donc qui fait objet de régulation des autorités, mais n'est pas un statut bancaire plein, c'est-à-dire que l'établissement ne peut pas accepter dans ses livres les actifs de clients. Il est contraint de les sous-déposer auprès d'un dépositaire qui, lui, est titulaire d'une licence bancaire, et c'était le cas de l'UBS qui était le plus gros. Alors, est-ce qu'avec ce statut, la société REL, dans le cadre de demande d'information, est obligée de dire le nom des clients? Le fait d'avoir un statut de négociant en valeurs mobilières n'exempte en aucune façon la société REL. Elle n'aurait même pas exempté un gérant indépendant qui n'est même pas un statut quasi-bancaire de répondre à
à un juge suisse sur demande d'échange d'informations d'un juge étranger. Donc vous considérez que la société Rel respectait ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment et communiquait à ses banques correspondantes l'identité des ayants droit économiques? Il y a deux éléments très différents, monsieur le rapporteur, dans votre question. Il y a eu 2 temps pour Rel comme pour tous les gérants indépendants, qualifions-les comme cela. Oui. Il y a eu une période où les gérants indépendants étaient titulaires d'un compte en leur nom, donc en l'espèce au nom de Rel et compagnie, et chacun des comptes de Rel et compagnie était en fait une rubrique de ce master account, si vous voulez, de ce compte principal. Pendant toute une époque où les lois anti-blanchiment au sens d'identification, non pas de fraude fiscale, mais l'identification de fonds d'origine criminelle, au sens du terrorisme et d'actes tels que celui-ci, n'était pas en place et permettait donc au dépositaire final, en l'occurrence l'UBS, de n'avoir et de ne connaître qu'un seul client, le gérant indépendant. Mais l'UBS, comme les autres dépositaires bancaires, n'avait quasiment jamais connaissance de qui se cachait derrière les sous-rubriques. C'est très important ce que vous nous dites. Ça veut dire que avec le montage, je parle sous votre contrôle, utilisé par Rel, ça permettait de masquer les ayants droit économiques. Alors, la pratique que je viens de vous décrire a été possible pendant très longtemps en Suisse. Les lois anti-blanchiment ayant été essentiellement introduites de mémoire au milieu des années 90, si le compte avait été ouvert avant le milieu des années 90, effectivement, l'UBS aurait pu ne jamais connaître l'existence de ce compte, en tout cas de son ayant droit économique. Si le compte a été ouvert plus anciennement, il est fort probable, et j'en suis quasiment sûr, que Rel était obligé de communiquer l'identité de l'ayant droit économique. Donc tout dépendra, dans les éléments qui ont été saisis par la justice suisse sur demande de la justice française, tout dépendra de la date d'ouverture du compte. C'est plus récemment, pas plus anciennement. Donc dans ce cas-là, il est fort probable, je vous expliquais le basculement des deux systèmes, que le côté obscur de la relation n'ait pas été entretenu par la sous-déposition auprès de l'UBS. Il sera intéressant de voir si ces comptes, et je n'ai pas cette information, ces comptes étaient détenus en nom propre ou par différents types de structures qui peuvent aller de la simple société jusqu'au trust, jusqu'à l'assurance vie. Je rappelle qu'il existe aujourd'hui encore des techniques qui permettent d'ouvrir un compte auprès d'une banque suisse, il n'en existe plus beaucoup, mais il en existe une ou deux, sans que l'ayant droit économique soit identifié à l'intérieur du formulaire A. C'est ce qu'on appelle les comptes omnibus. Alors, cette terminologie de compte omnibus, qui a été une terminologie je crois, d'un journaliste, n'existe pas en finance. Je crois que ce que cette personne voulait dire par compte omnibus, c'est ce système du compte principal, du master account, dont je vous parlais avec des sous-rubriques dont je vous parlais tout à l'heure. Pour être très clair, ceux qui avaient ouvert un sous-compte dans un master compte avant 95-96, d'après vos souvenirs, oui, pouvaient les conserver après. Il bénéficiait d'une double protection puisque la relation était répartie entre deux établissements, dont un, l'établissement bancaire qui était lui le plus régulé et qui n'avait pas l'identité de l'ayant droit économique avant ce point de passage. Ça veut donc dire concrètement qu'en application de la convention qu'avait négociée la France quelques années plus tard, puisqu'on est 5 ou 6 ans plus tard, quand on balayait, on trouvait le nom de Compagnie Rel, mais pas le nom de chacun des sous-comptes. Enfin... Pour parler très clair, si le compte avait été ouvert sous cet ancien système et qu'une demande d'information soit faite par la France auprès de la justice suisse, obligeant l'UBS à répondre à une question « Avez-vous Monsieur X ou Madame Y ?» comme client, l'UBS aurait pu répondre la main droite sur la Bible non, sans mentir. D'accord. Alors, dans la réponse qui est faite par la Suisse à la France, est mentionné, je cite, « Au demeurant, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises, dans la réponse des autorités suisses. » Est-ce que c'est une mention habituelle ? C'est une mention, à ma connaissance, tout à fait inhabituelle. D'accord. J'ai une autre question, monsieur. Oui, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, cet alinéa que vient de lire le rapporteur ? Ça veut dire que sur 2006-2009,
la réponse qu'on vous fait et... Je vais vous donner mon interprétation. Est-ce que vous avez vu, mais au fait, est-ce que vous avez vu d'autres réponses? J'en ai certainement vu, oui. Certainement, ça veut dire quoi? J'en ai vu. Vous en avez vu. Je vais vous donner mon appréciation personnelle. Il me semble, et je ne fais de procès d'intention à personne, puisque comme vous avez pu le constater, mes prises de position sont totalement apolitiques et pas du tout liées à une frange plutôt qu'à une autre. Il me semble qu'on a volontairement posé les questions pour avoir la réponse qu'on souhaitait obtenir. Oui, c'est une réponse absolument pas orientée. Monsieur, Attendez, vous pouvez trouver dans mes déclarations des déclarations concernant des représentants politiques de ma famille politique, en l'espèce M. Wörth et de Védian, qui datent de 2007. Donc je ne pense pas qu'on puisse me faire ce procès. Monsieur le rapporteur. Votre réponse ne me choque absolument pas. Non. Je continue, Monsieur le Président. Notre mission, c'est sur les dysfonctionnements de l'État. C'est ça notre question. En quoi le fait que vous soyez entendu par la brigade financière au mois de février, suite à une ouverture d'une enquête préliminaire du parquet, constitue un dysfonctionnement de l'État? Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, monsieur le rapporteur. Je vous pose une question précise. Je vous réponds précisément. Comment se fait-il que l'administration française, qui est au courant de l'ensemble des publications médiatiques, Suisse et d'autres pays, voit un article le 13 décembre, ne cherche pas à identifier qui est cet interlocuteur Hervé Dreyfus? Comment se fait-il, pour en avoir parlé avec les juges hier, que sur la base de mon PV d'audition, qui est extrêmement précis et technique et ne relève pas de l'interprétation mais des faits, il y ait eu un temps de latence aussi important dans la persistance à ne considérer que la Suisse et qu'un seul établissement. Non mais, monsieur, vous n'avez pas répondu. Monsieur, je repose la question, Monsieur le Président. Je suis assez grand garçon, je vais peut-être y arriver seul, je vais faire un effort, vous savez. Non, parce que la question que j'ai posée, on n'a pas répondu. Le 8 janvier, le parquet ouvre une enquête préliminaire. La question qui se pose, est-ce que la justice peut faire correctement son travail ou est-ce qu'elle est entravée? C'est une question que nous posons et que c'est une question légitime. Réponse très précise, monsieur. Attendez, je n'ai pas terminé. Vous êtes entendu dans le cadre de cette enquête préliminaire le mois de février. En quoi le fait que vous soyez entendu constitue une entrave de l'État? Le fait que je sois entendu ne constitue en rien une entrave de l'État. Bien au contraire, le travail de la justice se fait. C'est le fait que je sois entendu et que des éléments, même médiatiques, soient apparents et qu'ils ne soient pas utilisés. Ça n'est pas dans le fait d'être entendu que le dysfonctionnement existe. C'est dans ce qu'on a fait de ce qui a été entendu, monsieur le rapporteur. Donc, je comprends toujours pas, monsieur. Écoutez, je ne comprends toujours pas. La question centrale pour nous est de savoir si, avant les révélations de Mediapart ou après, l'État a entravé la justice ou a fait en sorte que la vérité n'éclate pas. La première demande... En quoi, monsieur? À partir du moment où il y a une enquête préliminaire le 8 janvier, vous êtes entendu très rapidement, le 20 ou le 21 février, en quoi cela constituerait une entrave de l'État? Ça n'est pas cela qui, peut-être ne suis-je pas très clair dans mes propos, à force si de vous vivre permettez, en Suisse, si vous permettez, on pourrait, mais attends, si vous permettez, on pourrait le penser. Vous permettez que je réponde? Monsieur le rapporteur. Je termine ma Monsieur le rapporteur, c'est moi qui préside les débats. Laissez la personne répondre à vos questions. Mais pour préciser et ne le coupez pas tout le temps. Je comprendrai, je me tais après. Je comprendrai que vous puissiez me répondre ça, monsieur, mais l'enquête judiciaire se poursuit jusqu'à la décision du parquet de 19 mars. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre comment des éléments d'information qui étaient sur le devant de la scène, et qui étaient des éléments d'information précis, exploitables, concrets, n'ont pas permis à la fois de faire très rapidement, après la première demande d'information, une demande
complémentaires par les mêmes canaux. Je ne comprends pas comment l'identification d'un personnage clé dans cette affaire par les médias suisses n'ait pas été remarquée et exploitée par l'administration française. Et surtout, ma réponse vous intéresse, monsieur le rapporteur ? Oui, bien sûr, je vous écoute. Et je ne comprends pas, surtout, parce que très clairement, si je ne mets pas en lien Hervé Dreyfus avec REL, monsieur le rapporteur, monsieur Cahuzac est aujourd'hui toujours ministre du Budget. Monsieur, il y a une chose, vous n'avez pas répondu à la question suivante. Vous me dites que vous avez vu, suite à vos clients, un certain nombre de réponses de type administration française interrogeant l'administration fiscale suisse. Et je vous ai posé la question, il y a un paragraphe qui est l'avant-avant-dernier paragraphe qui dit « Au demeurant, la banque a précisé », la banque c'est UBS, hein, la banque a précisé que sa réponse se fonde exclusivement, c'est-à-dire la réponse dans laquelle elle dit « Il n'y a pas de compte chez nous », se fonde exclusivement et expressément sur les périodes temporelles limitées par la requête des autorités françaises. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Mais ça veut dire que l'UBS sait que sur le fond, elle est obligée de répondre ce qu'elle répond, mais l'UBS sait que sur la forme, elle connaît M. Cahuzac, ou elle l'a connu, et elle l'a connu indirectement via un établissement tiers. Donc si l'UBS n'a jamais eu de relation, même indirecte, avec ce client, elle n'a aucune raison de rajouter, et en clair de se protéger et de se dédouaner en rajoutant ce que vous venez de dire. Mais l'UBS, j'allais dire, indique un élément d'indice sur le fait qu'elle est obligée techniquement, elle ne peut pas répondre sauf à mentir ce qu'elle répond, mais qu'elle a quand même un élément d'information très clair sur le fait qu'elle a eu une relation indirectement via un tiers avec ce client à d'autres périodes et d'autres façons. C'est mon interprétation. Seul l'UBS peut parce répondre. que des collègues voulaient vous poser la question. Ce type de réponse, vous avez dit que vous en avez vu plusieurs. Et que c'est la première fois que vous voyez un tel paragraphe ou non ? J'ai pas dit que c'était la de bien première fois. J'ai préciser. dit que c'était Oui. relativement inhabituel. Ah d'accord. Mais J'ai pas dit que c'était la première fois. Monsieur le D'accord. Président, j'ai une dernière question. J'ai une information à vous donner. Ce qui s'est passé suite à votre audition, il n'y a rien de plus normal. C'est-à-dire qu'il y a envoi d'un courriel suite à votre audition, et on a les dates, à la direction des affaires criminelles et des grâces. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard, le 22 février 2013, envoi d'un compte-rendu d'audition de Pierre Condamin-Gerbier, gérant de fortune, cofondateur en 2007 de Rennes. Tout ça est normal. Et ça remonte par le circuit normal. Absolument. Ouais. Je vais être très, très précis. Mon sentiment personnel est que j'ai entendu 2 ministres, messieurs Moscovici et Valls, dire sur toutes les antennes, et d'ailleurs M. Pujadas lui-même au journal au JT de France 2, dit même à M. Valls, mais avez-vous entendu parler de cette... il ne cite pas mon nom puisqu'à l'époque mon nom n'avait pas été mentionné. Il dit, les enquêteurs ont entendu à Annecy quelqu'un qui leur a dit que... Et M. Valls ne répond pas. J'entends M. Valls et M. Moscovici dire « nous ne savions pas ». Et excusez-moi, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, ayant travaillé pour cet établissement, et étant depuis 20 ans sur ce terrain-là, j'ai vraiment du mal à y croire. Et j'ai aussi du mal à croire qu'un article du Temps, ce n'est pas une feuille de chou le Temps, c'est un équivalent du Monde en Suisse, c'est un quotidien lu et reconnu. Pourquoi les enquêteurs, pourquoi les pouvoirs politiques, pourquoi les administrations ne se saisissent pas de ce qui est un élément d'information essentiel, et alors qu'ils scrutent le moindre mot que publiait Mediapart à l'époque, ont devant eux un élément d'information essentiel. On identifie qui est sur cet enregistrement et on ne cherche pas à savoir qui il est. Moi, j'ai du mal à vous croire, par rapport à ce que vous me dites, qu'avant le 13 décembre et l'article du Temps, vous ne saviez pas que M. Cahuzac avait un compte en Suisse. J'ai du mal à vous croire. Alors, écoutez, par rapport à ce que vous me dites. Ce que vous me dites est grave, parce que je crois avoir juré sur l'honneur tout à l'heure. Moi, vous savez, j'ai aucun intérêt à vous dire que Cahuzac est ou n'était pas client de REL et compagnie. Je vous dis simplement que j'étais le premier à croire qu'il ne l'était pas et que j'ai compris qu'il l'était à la lecture de cet article. Vous me croyez, vous ne me croyez pas. La justice est passée et continuera à passer. Non, monsieur, si j'étais
peut-être, ce n'est pas mon caractère, un peu vindicatif, c'est que je veux comprendre. Nous voulons comprendre ici, les membres de la Commission. Et nous avons qu'un souci. Est-ce que l'État ou pas a entravé la justice? C'est ça notre question. C'est pour cette raison que... Je crois vous avoir donné ma réponse C'est pour personnelle. ça que j'ai insisté... Monsieur le rapporteur, excusez-moi. Mais attendez, monsieur le président, vous pourrez Non. me contredire par la suite. Non, C'est pour pas le ça seul que but de notre commission, j'ai voyons. attaché beaucoup d'importance au calendrier. La date à laquelle vous avez été entendu, vous avez répondu très franchement, le coup de téléphone que vous avez reçu après et la nouvelle audition que vous avez eue. J'ai vérifié, ça correspond parfaitement au rapport qui est remonté à la direction des affaires criminelles et des grâces. Voilà ce que je voulais vérifier. Et monsieur le rapporteur, Monsieur ça le ne vous Président, choque je vous pas remercie. d'entendre dans les médias deux ministres dire « nous ignorions ces éléments d'information fin février, début mars », alors que quelqu'un a été entendu par les enquêteurs et leur a donné ça ne vous choque pas? J'ai terminé, monsieur le Président. Non, mais attendez. Nous allons continuer, parce qu'il y avait encore quelques questions, et puis après, on passera la parole. Il y avait quelques questions supplémentaires. Les deux premières questions, vous y avez répondu. Si on reprend. Quelles étaient exactement vos fonctions? Ah oui, il y avait une question. Quelles étaient exactement vos fonctions à la délégation de l'UMP à Genève? Je vais vous dire pourquoi je pose cette question. Pour éviter, et je préfère vous la poser que de ne pas la poser, pour éviter que certains expliquent que vous essayez de manipuler notre commission pour des raisons politiques. Non, mais je vous Bien parle sûr. directement. Non, c'est tout à fait Voilà. légitime. Donc, Alors, est-ce que je vous pourriez vous- nous expliquer cela? Je vous réponds très, très précisément. J'étais délégué de la Fédération suisse de l'UMP, élu par la communauté française et binationale suisse en décembre 2005, et je ne me suis pas représenté pour le renouvellement de mon mandat, qui s'est donc achevé en décembre 2008. D'accord. J'ai, votre question est tout à fait légitime, encore une fois, je me suis très largement exprimé dès 2007 sur des dysfonctionnements liés à ma famille politique vis-à-vis de cette fédération, dénoncer un certain nombre de pratiques d'ensemble, dénoncer des prises de position que je condamnais des gens que nous avons accueillis sur le territoire suisse, dont l'un d'entre eux fait partie de cette commission. Donc je crois ne pas pouvoir être taxé de motivation politique. Je fais référence à M. Patrick Devedjian, absolument. Que vous avez accueilli, mais qu'est-ce que vous voulez dire par accueilli? Nous avons reçu M. Wörth et Devedjian, comme nous recevions un certain nombre de cadres seniors de l'UMP durant la campagne présidentielle. Nous étions en mars 2007. Nous avons organisé une longue soirée en deux temps. Une première soirée qui était un meeting politique, entrée libre pour tous les adhérents et sympathisants, et les autres d'ailleurs, et une soirée en beaucoup plus petit comité dans le cadre du premier cercle de l'UMP, où messieurs Devedjian et Wörth ont eu l'occasion de s'exprimer et d'échanger avec l'ensemble des représentants de la communauté française de Suisse qu'on qualifierait de fortunés, et d'autres qui avaient fait le voyage de France pour se rendre à Genève ce soir-là. J'ai dénoncé la différence de discours entendus ce soir-là avec les discours officiels une fois ces personnes dans la nouvelle majorité. J'ai dénoncé le fait qu'à peine arrivés en Suisse, messieurs Wörth et Devedjian, nous ayant à peine dit bonjour, aient comme premier propos à mon égard et à celui de mon équipe de la délégation, sachant que nous avions découvert qu'ils étaient arrivés en avion privé d'un des soutiens financiers de l'UMP résidant en Suisse, la première chose qui nous a été dit, officiellement, on est venu en train et vous fermez vos gueules. Voilà ce que j'ai dénoncé, Monsieur le Président. D'accord. Donc vous avez démissionné? Je n'ai pas démissionné parce que j'estimais que j'avais un mandat et je l'ai poursuivi jusqu'au bout. J'ai simplement décidé par déception personnelle de ne pas m'y représenter. D'accord. Donc depuis 2008... je n'ai aucune forme d'activité politique. Bien. Question suivante. Le journal AGFI a évoqué une condamnation d'homicide dans une affaire vous opposant à la banque UBS. Qu'en est-il? Est-ce que ces informations sont exactes? Et dans quelles conditions avez-vous quitté UBS puis Rail? Alors, je vous pose ces oui, questions non, uniquement pour essayer de crédibiliser le témoignage, qu'on puisse recouper. Absolument. Voilà. Je rappelle que l'AGFI a un administrateur commun avec Rail et compagnie et que l'un des plus gros annonceurs de l'AGFI est la société Rail et compagnie. Je me suis largement, d'ailleurs il y a eu un droit de réponse qui a été publié par le même journaliste Sébastien Ruch suite à son premier article.
J'ai effectivement quitté l'UBS sous le coup de cette condamnation pour une raison bien précise, qui fait que j'ai aussi été entendu dans le cadre de l'affaire UBS, qui est que j'ai découvert l'ensemble des pratiques de l'UBS sur le territoire français, que je m'en suis exprimé très directement auprès de la direction qui était la mienne à cette époque-là, et que sur la base, la motivation qui a été trouvée pour me licencier a été le fait que lorsque vous êtes employé à l'UBS, vous avez une carte personnelle UBS et vous avez une carte entreprise UBS. Et j'ai maladroitement, et sans m'en rendre compte, une fois réglé un achat avec ma carte professionnelle et non pas personnelle. Cela a été immédiatement dit et corrigé, alors que bon nombre des gestionnaires accumulaient des dépenses personnelles pendant de longs mois et les régularisaient en fin d'année. Et l'UBS a utilisé cela comme faute grave pour justifier mon licenciement. Vous avez fait un contentieux ? Je n'ai pas fait de contentieux, j'aurais certainement dû le faire. J'estimais à l'époque que je préférais utiliser mon énergie à continuer à m'occuper de mes clients. Et à l'époque, mes conversations avec REL étaient déjà très engagées et que je préférais, peut-être à tort, me focaliser là-dessus. Et pourquoi est-ce que vous avez quitté REL, et dans quelles conditions ? Alors, j'ai quitté REL et compagnie en juillet 2010. En désaccord avec la direction et l'actionnariat de REL et compagnie sur un certain nombre de conflits d'intérêts que nous avions dans le cadre de notre métier de family office, où nous devrions, puisque nous ne sommes pas des gérants, nous ne sommes pas des banquiers pour ces clients, nous sommes des secrétaires privés, si vous voulez, pouvoir critiquer de façon libre l'ensemble de leurs banquiers privés, quels qu'ils soient, et de façon comparative. Et pour certains des clients communs de REL et compagnie et de la ligne de métier Family Office, il nous avait été demandé de ne pas mettre trop en avant les éléments où REL et compagnie pouvaient ne pas être compétitifs par rapport à d'autres banquiers utilisés par ces clients, ce qui pour moi était une remise en cause de mon indépendance à l'intérieur de mon métier. Et c'est dans ces conditions-là que j'en suis parti. Il y a une question qu'on ne vous a pas posée, mais que je vais vous poser. Est-ce que vous connaissiez personnellement ou de nom, il semble que non, à travers vos premières réponses, Jérôme Cahuzac, avant son entrée au gouvernement en 2012 ou après? Est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'avoir détenu en Suisse dont M. Cahuzac aurait été l'ayant droit économique? Très clairement, non. C'est clair, ok. Je crois qu'on a fait le tour. Et maintenant, j'ai deux personnes. Madame Untermaier, Monsieur Germain, est-ce qu'il y a d'autres collègues qui veulent poser des questions? Monsieur Houillon, pardon. Donc, Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Condamine-Germier, vous faites état d'un article dans Le Temps le 13 décembre 2012 évoquant que l'interlocuteur de Monsieur Cahuzac est sans doute Hervé Dreyfus. Ce que je constate à mon tour, c'est que Mediapart n'a jamais fait le rapprochement que vous considérez comme devant inévitablement être fait. Et lorsque la demande d'entraide est faite par l'administration fiscale, c'est effectivement assez naturellement, me semble-t-il, vers la banque suisse que nous connaissons. Et la presse, en tout cas française, ne fait pas du tout le rapprochement avec REL non plus. Donc cette évidence que vous mettez en avant, moi je ne la transcris pas, je la trouve pas transcrite dans la presse de Mediapart, qui pourtant est une presse qui est réactive. Ça, c'était ma première question. C'était ma première observation. Voilà, c'était ma... Alors, première question. C'était ma première observation. Alors, deux éléments de réponse à cela, madame. La première est que lorsque j'arrive devant les enquêteurs le 20 février, ils n'ont aucune idée de l'implication de REL et compagnie dans ce dossier. Et c'est mon témoignage qui crée ce lien. Voilà. Deuxième élément de réponse, je crois comprendre d'Edoui Plenel et de Fabrice Arfi que la source de Sylvain Besson lui permettant d'affirmer ou en tout cas de subodorer que l'interlocuteur de M. Cahuzac serait M. Hervé Dreyfus, vient de Mediapart. Mais beaucoup plus tardivement.
Non. Monsieur Besson décide de publier le 13 décembre sur un élément d'information fourni à lui par Mediapart, donc pré-13 décembre. La deuxième, ma deuxième question, c'est vous avez une bonne connaissance des réponses qui peuvent être faites à la suite d'une demande d'entraide par une banque. Je veux dire, à quelle occasion avez-vous pu avoir connaissance de réponses de cette nature ? Vous savez, quand on travaille pour de longue date pour l'un ou l'autre des établissements suisses, on reçoit un certain nombre de publications techniques dans lesquelles sont faits état d'un certain nombre de dossiers, même s'ils ne concernent pas nominativement tel ou tel client ou tel établissement, et où on a l'occasion de voir quels sont les documents transmis et de les lire. Et on a aussi l'occasion parfois de travailler pour des établissements qui, à tort ou à raison, reçoivent ces demandes d'informations qui parfois d'ailleurs n'aboutissent pas et qui parfois correspondent à des éléments qui sont transmis. Et ma dernière question, est-ce que, au regard du dispositif bancaire que vous maîtrisez bien et que vous nous avez exposé, est-ce que M. Cahuzac pouvait se sentir en fait protégé par le dispositif en place, ce qui expliquerait une certaine sérénité dans le mensonge effectué? Je pense que M. Cahuzac a eu un confort dans le fait qu'il pouvait mentir en toute impunité pour quelques éléments, pour plusieurs raisons. La première, même si visiblement tout le monde n'est pas d'accord aujourd'hui, je pense qu'il était confiant sur le fait qu'on avait, en ayant posé les mauvaises questions, on a obtenu les mauvaises réponses. Je fais juste une parenthèse sur cet élément. La première fois que j'ai été interrogé par les enquêteurs, ils m'ont dit, mais monsieur, comment faudrait-il poser cette question pour vraiment avoir toute l'information? Et j'ai rédigé mot à mot un projet de demande d'information auprès des autorités suisses et c'est consigné dans mon PV d'audition. Donc quand on m'explique que les enquêteurs étaient fournis en information et avaient tous les éléments, j'ai du mal à le croire. Je referme cette parenthèse. Je pense que M. Cahuzac, sachant qu'il était entre les mains d'un établissement où son contact avait une relation extrêmement proche avec la direction et avec l'actionnaire, se sentait certainement beaucoup mieux protégé que s'il avait été le client lambda d'un très gros établissement où il ne soit qu'un client parmi tant d'autres. D'autre part, du fait du déménagement du compte de Suisse à Singapour, et comme semblait-il que la France à l'époque ne s'intéresse qu'à l'élément suisse de ce dossier, je pense et sachant que son compte était bien parti avant le 31 décembre 2009 minuit, je pense que M. Cahuzac a eu une certitude intellectuelle sur le fait qu'on ne trouverait rien ou qu'on aurait beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit. Ce n'est qu'une opinion personnelle. D'accord. Mais pour rebondir sur cette question, votre hypothèse, si j'ai bien compris, c'est que Jérôme Cahuzac, puisqu'il n'a pas voulu répondre à cette question, alors que c'était quand même pas très compliqué, on lui a posé la question sur le montage de son compte. Est-ce qu'il avait un compte lambda, comme de droit commun, ou est-ce qu'il avait un trust ou un compte, alors nous on dit omnibus, enfin un master compte pour reprendre à RAID, et que RAID détenait ce compte à l'UBS, et que donc, si on balayait, on ne pouvait pas trouver, quoi. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents montages? Vous avez parlé master compte, mais est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres montages qui permettent d'échapper à l'application de la Convention? C'est-à-dire que quand vous saisissez, vous êtes sûr de la réponse, elle sera négative. Il y en a de nombreux, Monsieur le Président. Lorsque l'Europe a décidé d'introduire les textes concernant la retenue à la source de l'épargne, la première réaction, je parle de la Suisse, mais on peut répliquer ce que je vais dire à d'autres places dites offshore. Mais la première réaction des banquiers suisses, pour éviter à leurs clients de donner leur identité tout en leur permettant de ne pas avoir cette retenue à la source, qui allait monter progressivement à des taux relativement importants, a été de transformer tous les comptes qui étaient détenus en nom propre par des comptes détenus par des sociétés dites de domicile ou sociétés écran, donc qui n'ont aucune réalité économique, mais qui ne sont là que pour détenir un compte et relèvent de juridictions dans lesquelles il y a une opacité forte de leur actionnariat. Ça a été la première étape.
Alors, des sociétés de droit suisse? Non, des sociétés, Ou offshore, non, enfin, des d'autres sociétés pays. de droit de place offshore. Il y en a de nombreuses, D'accord. BVI, Cayman, Bahamas. Enfin, on peut la C'est-à-dire, lister. on crée pour être une société... On ferme le compte détenu en nom propre. Oui. On achète une société ou on crée une petite société, c'est très facile, au travers d'un correspondant. Cette société ouvre elle-même un compte dans le même établissement, on transfère les actifs d'un compte à l'autre et on ferme le compte d'origine. Ça a été la première technique utilisée. Quand l'Europe a réalisé qu'il s'y était un peu mal pris et que le filet avait des mailles très, très larges, les textes ont changé, on a inclus les comptes détenus par des sociétés, mais on a maladroitement pas ou mal inclus les comptes détenus par des structures de type anglo-saxonne comme les trusts, notamment les trusts irrévocables et discrétionnaires. La deuxième donc parade a été de transférer non pas juste le compte, mais la société précédemment créée avec son compte et de la clipper d'une certaine façon, de la faire acheter par un trust nouvellement créé. Puisque pendant très longtemps, dans les établissements bancaires suisses, dans ce fameux formulaire A qui normalement doit très clairement exposer quelle est l'identité et les coordonnées de l'ayant droit économique, pendant très longtemps, si l'ayant droit économique d'un compte était un trust, on ne faisait figurer comme bénéficiaire réel que le trustee et non pas le fondateur ou les bénéficiaires. Donc cette technique a duré longtemps et a permis, malgré les changements réglementaires en Suisse, de continuer à pouvoir ouvrir des comptes avec un maximum d'opacité. Mais les Suisses ont eux-mêmes été, notamment pour des contraintes en matière de provenance criminelle de l'argent, obligés d'introduire un formulaire identique au formulaire A, mais pour les trusts, qualifié de formulaire T. Il ne restait donc que très peu de solutions pour ouvrir de façon, j'allais dire, sans tromper l'établissement, parce qu'on a toujours aussi le droit, ça continue à se faire, d'ouvrir un compte en disant que c'est le sien alors que c'est l'argent d'un autre, mais là vous êtes passible de recours. Mais si le but est d'ouvrir un compte sans mentir à l'établissement, il reste aujourd'hui un petit nombre de techniques, dont une principalement. Et l'ironie de la chose est que c'est la France qui a donné aux Suisses cette idée, et c'est l'Europe qui a donné aux Suisses cette idée. Je fais une digression très longue, mais vous verrez pourquoi, Monsieur le Président. Lorsque vous achetez un bien immobilier en France au travers d'une structure de droit étranger, l'administration fiscale elle-même, tout à fait légalement, vous donne deux possibilités. Elle vous dit, ou vous me dites qui est derrière cette structure étrangère, et auquel cas vous subissez l'imposition française habituelle en matière d'immobilier, ou vous ne me dites pas qui est derrière cette société, mais en contrepartie, je vous taxerai à hauteur de 3% de la valeur vénale du bien chaque année. L'Europe a considéré que ce texte pouvait être un texte discriminant en termes de liberté d'établissement, en termes de liberté d'investissement économique. Et donc, un texte européen a été sorti, qui a été adopté par la France, qui fait qu'aujourd'hui, quand vous dites à l'administration fiscale française que la société de droit étranger qui fait l'acquisition via une SCI française ou directement d'un bien immobilier, si cette société étrangère est détenue par un contrat d'assurance vie, à la seule condition que la société d'assurance vie soit une société de droit européen cotée sur un marché européen, eh bien l'administration fiscale française se satisfait de savoir que l'ayant droit économique réel, même si elle sait très bien que ce n'est pas le cas, est la société d'assurance vie elle-même. Et ne pose aucune question pour savoir qui sont les souscripteurs, les vies assurées et les bénéficiaires de ce contrat d'assurance vie. C'est aujourd'hui la façon dont sont structurés la plupart des investissements en matière d'immobilier de prestige en France. Tous nos grands palaces parisiens, tous nos fleurons de l'immobilier, aujourd'hui, sont détenus ultimement par des contrats d'assurance vie luxembourgeois, ou un grand nombre d'entre eux le sont. Donc les Suisses ont dit, ce qui est bon pour la France, ce qui est bon pour l'Europe doit être bon pour nous. Donc pendant très longtemps, et jusqu'à une date très récente, il a été autorisé par les autorités bancaires suisses que des comptes ouverts par une société d'assurance vie luxembourgeoise notamment auprès d'un établissement bancaire suisse
puisse être ouvert en ne faisant figurer dans le formulaire A lui-même, le formulaire d'identification de l'ayant droit économique, que la société d'assurance vie, et non pas les bénéficiaires, les vies assurées ou les souscripteurs de ce contrat. C'est donc, et ça a été, et ça l'est encore pour certains établissements, mais plus beaucoup pour ceux qui ont accompagné les recommandations des autorités bancaires suisses récemment, ça a été pendant très longtemps une technique utilisée pour ouvrir des comptes, et toute demande d'information qui aurait été faite auprès de ces établissements sur la base d'un nom d'une personne physique serait revenue vierge, puisque l'établissement pouvait dire sans mentir qu'il ne connaissait pas telle ou telle personne physique. Mais, on pourrait en parler d'autres, mais voilà les principales. Mais dans l'hypothèse... Oui, non, mais on y vient. Hein. Je dirais, Mme Untermeyer a fini ses questions. Et après, il y a M. Germain et M. Houillon. Bien. Et Mme Dalloz. Bon, la parole est à M. Germain. Oui, merci, Monsieur le Président. Trois questions. La première, c'est est-ce que, là, vous nous avez parlé de montage théorique. Est-ce que vous savez dans quelle banque était hébergé le compte de M. Cahuzac entre 2006 et 2010, puisque la question de l'administration française portait sur la période depuis 2006. On a compris qu'à un moment donné, il a été transféré à Singapour. En revanche, RIL n'était pas une banque entre 2006 et 2010, et donc il devait être hébergé sur une banque. Et donc, est-ce que vous savez aujourd'hui quelle était cette banque ? Mon information, encore une fois, n'ayant pas à l'époque où je travaillais chez REL d'éléments concernant ce client spécifique, et l'information qui pour l'instant a été publiée, à savoir que le compte aurait été donc un compte contracté auprès de l'établissement REL et compagnie, sous-déposé à l'UBS, transféré avant le 31 décembre 2009 auprès de la filiale singapourienne de REL. Donc le compte était chez UBS, géré par RIL, avec Jérôme Cahuzac comme ayant droit. Ma compréhension est qu'il a d'abord été à l'UBS directement. Entre 2006 et 2010. J'ignore les dates de transfert de ce compte. Enfin, je ne connais que celles qui sont publiées par les médias et je n'ai aucun élément de vérification là-dessus. Je crois comprendre que la séquence a été UBS mais via REL, et ensuite REL Singapour. D'accord. Et on comprend que UBS via REL, ça doit se passer en 2001 et UBS Singapour 2009-2010. Donc entre 2006 et... C'est en tout cas avant le 31 décembre 2009, le départ à Singapour. Entre 2006 et 2010, il semblerait qu'il était chez UBS, géré par REL comme intermédiaire, avec Jérôme Cahuzac comme ayant droit. Comment expliquez-vous, si telle est l'hypothèse, que la question de l'administration française, qui disait aux autorités suisses de demander à UBS si M. Cahuzac n'était pas un ayant droit, alors même que là, on n'est pas dans le cadre d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois tel que celui que vous évoquez, la banque UBS, et puis répondre ce qu'elle a dû répondre aux autorités suisses dont on a la réponse. Deux éléments de réponse. La première, c'est que j'ignore la façon dont était structuré le compte. Est-ce qu'il était en nom propre? Est-ce qu'il était au travers d'une structure qui a permis cette réponse? Je l'ignore, c'est possible, peut-être que oui, peut-être que non. D'autre part, l'UBS, dans la mesure où, bien qu'elle connaisse l'identité, et on revient à une question précédente, c'est peut-être pourquoi cet alinéa est rajouté, l'UBS, dans la mesure où ce client, elle n'en est qu'un sous-dépositaire via un établissement qui, lui, est un établissement régulé, renvoie la balle à l'établissement régulé qui est responsable de la vérification de la bonne qualité de ce client, répondre à l'administration si on lui pose la question. Et donc l'UBS a toute raison de répondre ce qu'elle répond, en se disant que ça n'est pas à elle de dire à la France que non, il n'est pas directement chez nous, mais il est chez nous via REL. L'UBS ne va pas faire le travail d'enquête de la France. Donc à votre connaissance, UBS n'interroge pas REL dans ce cadre-là. Elle examine ses fichiers et elle ne va pas plus loin que le premier. J'ignore si les représentants de l'UBS qui ont reçu cette demande d'information ont eu une communication avec leurs homologues de REL, je l'ignore. Attendez, je voudrais compléter la question très importante que pose notre collègue Germain. Si votre hypothèse du montage que vous avez évoquée, c'est une hypothèse puisqu'on n'a pas eu la réponse, est exacte, si l'administration française avait interrogé la compagnie REL, est-ce qu'elle aurait obtenu une réponse positive? Indubitablement. REL, sauf à mentir, si elle avait reçu, elle, cette demande d'information, ne pouvait pas dire
qu'elle n'avait pas ce client dans ses livres. Même si le compte a été transféré avant fin 2009. Parce que l'hypothèse que vous faites, c'est que Oui, puis entre 2006 et 2009, parce qu'on essaie de comprendre la réponse. Qu'on soit bien Soyons d'accord. très clairs. Si la demande avait été faite à REL, libellée de la façon suivante. Avez-vous une relation d'affaires avec M. Jérôme Cahuzac dans le cadre des activités de votre établissement en Suisse? Si le compte Cahuzac est déjà parti à Singapour, REL aurait très bien pu dire non. Elle n'aurait pas dit toute la vérité, mais elle aurait dit quand même la vérité. Si la demande d'information avait été libellée correctement, en disant « Avez-vous eu à un quelconque moment une relation directement ou indirectement, en nom propre ou via une structure de tout type, personne morale, partnership, trust et autres, au sein de votre établissement en Suisse et auprès de l'une quelconque de vos filiales à l'étranger », là, REL était obligé d'avoir une réponse complètement différente. Ou alors, REL était obligé de botter en touche, mais indiquait quand même la réponse, en disant qu'elle pouvait répondre en matière suisse, mais ne pouvait pas répondre concernant l'une de ses filiales et que la demande devait être adressée à la juridiction de la filiale concernée. Je ne sais pas quelle aurait été la réponse de REL. Mais il est fort probable que la réponse de REL aurait dû être oui si la question avait été libellée aussi précisément. Ok. Monsieur Germain, deuxième question. Je poursuis. Oui, c'était une question qui allait dans le même sens. Vous nous avez dit avoir rédigé la bonne question qui aurait conduit à la bonne réponse. Donc, est-ce que vous pouvez nous le dire, puisque là, ça n'a aucun secret judiciaire lié à ça. Quelle est la formulation de cette bonne question C'est plus ou moins celle que je viens de vous donner à l'instant. Il faudrait la préciser un peu plus, je vous la donne comme ça, un peu à brûle pour point. Excusez-moi, mais c'est un peu flou, justement, puisque vous avez élargi sur une période infinie de temps. Non. Et que vous avez fait comme si les autorités françaises s'adressaient directement aux banques suisses, alors qu'elles posent une question aux autorités suisses qui elles-mêmes répercutent à des établissements qui sont dans des banques. C'est pour ça que je vous pose la question de manière un peu plus précise. La France n'aurait évidemment jamais eu la possibilité de s'adresser directement à REL. Elle aurait été contrainte de passer par l'administration et les autorités suisses, mais en fonction du libellé de la question française, c'est ce libellé tel quel, mot à mot, qui aurait été transmis par les autorités suisses à REL. D'accord, mais donc si la France avait dit UBS ou REL, vous considérez qu'il y aurait une réponse positive, c'est ça en gros? Si REL avait été... Alors il aurait fallu aller plus loin, elle aurait dû dire UBS ou REL, et dans le cas de ces deux établissements, parle-t-on seulement de la maison mère ou des filiales? Parle-t-on seulement de comptes détenus en nom propre avec une identification directe dans le formulaire 1, où il aurait fallu couvrir dans la question tous les autres scénarios qui auraient pu être utilisés pour masquer l'identité de M. Jérôme Cahuzac? Mais là, on parle d'ayant droit, donc a priori, alors sauf avoir une discussion juridique sur ce que veut dire la notion d'ayant droit. Croyez-moi, en Suisse, la notion d'ayant droit est une notion très précise. D'accord. Alors, vous pouvez répondre à la question de M. Germain sur la notion d'ayant droit. Et avant que vous ne répondiez, je vais rappeler à notre collègue Germain qu'on a longuement interrogé le procureur de Paris, qui nous a expliqué que, bien entendu, c'est soumis au secret d'instruction, mais d'une façon générale, la saisine qu'il a faite, il a obtenu immédiatement la réponse, était extrêmement épaisse. Je comprends mieux, puisque vous l'auriez aidé dans la rédaction de ce texte. Alors, pas le procureur directement. Non, mais via les enquêteurs. En tout cas, les enquêteurs m'ont demandé comment, ils m'ont posé plus ou moins les mêmes questions que les vôtres, à savoir si ce compte n'est pas détenu en nom propre, et par quel biais ce compte peut-il être détenu, et à ce moment-là, pour couvrir ces scénarios, quel type de questions faut-il poser? Il ne nous a pas donné le contenu, mais il nous a dit qu'il y avait plusieurs pages. Oui, différence de la saisine fiscale, qui était assez brève en définitive. Bien. Oui, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la notion d'ayant droit économique? Parce que la notion d'ayant droit économique a été beaucoup discutée. D'après votre pratique, parce que le procureur nous dit que c'est une notion vaseuse, enfin, il a utilisé une qualificative vaseuse, pas claire, enfin, je ne sais plus, hein, on retrouvera ça dans l'audition. Vous, est-ce que vous pouvez préciser à la question de M. Germain, qu'est-ce que c'est qu'un ayant droit économique d'après la pratique que vous en avez en droit suisse? Alors, tout d'abord, je ne suis absolument pas un expert juridique de droit interne suisse. Je vous donne une réponse de praticien. Il y a deux
une dimension importante dans les relations bancaires en Suisse est la dimension fiduciaire. Pendant très longtemps, les Suisses n'ont pas eu le formulaire A, ils avaient ce qu'on appelait le formulaire B, c'était la fameuse époque de ce qu'on appelle les comptes à numéros ou les comptes numériques ou les comptes anonymes, qu'on continue de mettre en avant, mais qui, pour parler très clair, n'existe plus. Le formulaire B n'existe plus en Suisse depuis très longtemps. Dans le cadre de cette relation, je reviendrai à la réponse directe à votre question, il y avait, en plus du banquier, 2 autres parties possibles. Il y avait le fiduciant et le fiduciaire, donc celui qui ouvrait le compte en son nom, mais qui reconnaissait que l'argent qui y était déposé n'était pas le sien. Donc, l'ayant droit économique n'est pas... il faut distinguer le contractant, qui est la partie signataire de la relation juridique avec l'établissement, et le bénéficiaire. Je crois qu'il conviendrait, même si c'est un peu abusif, d'assimiler la notion d'ayant droit économique à la notion de bénéficiaire, c'est-à-dire celui concerné, le véritable propriétaire, celui qui en retire un avantage financier et économique. Donc on peut être l'ayant droit, on peut être le signataire d'un document sans être l'ayant droit économique. Donc il y a d'un côté le co-contractant, qui est celui qui, d'un point de vue juridique, établit la relation avec la banque et pourrait être poursuivi s'il y avait un quelconque motif dans le cadre de cette relation, et l'ayant droit économique, qui est celui qui est le propriétaire réel, bénéficiaire. C'est un peu la distinction entre la notion de nue propriété et usufruit, qu'on pourrait, de façon un peu abusive, si vous voulez. Mais en clair, l'ayant droit économique est le bénéficiaire des droits économiques et financiers, celui qui a la possibilité d'utiliser les fonds ou les titres déposés à son propre usage. Autre question, M. Germain, avant que je passe la parole à M. Houillon. Dernière question, vous avez révélé en début de votre audition que vous avez remis donc la liste que vous évoquez depuis plusieurs jours à la justice. Vous avez porté des sous-entendus assez graves au début de cette audition concernant les parlementaires. Donc je ne vais pas vous demander à nouveau de vous donner la liste des noms. Je voudrais simplement que vous puissiez nous dire 2 choses pour qu'on puisse continuer notre travail sereinement. D'une part, parce que par ailleurs vous avez jeté quelques noms lors de cette audition, que dans cette commission d'enquête, il n'y a aucun des membres qui ne fait partie des personnes que vous avez signalées à la justice, et d'autre part que dans la liste que vous avez transmise à la justice, il n'y a aucun ministre de ce gouvernement. Monsieur Germain, non, je ne donnerai pas la parole à la personne que nous auditionnons là-dessus. C'est hors de notre champ. C'est une question qui est à voir du côté de la justice. C'est à la justice de faire son œuvre. On n'a pas interrogé. Si vous posiez la question, est-ce que M. Cahuzac était sur la liste, etc., c'est différent. Mais il a mis en cause la capacité des parlementaires à mener une commission d'enquête, donc je souhaite qu'il nous rassure ou pas d'ailleurs sur ce point-là. Absolument pas. D'abord, je n'ai pas fait référence, je ne crois pas avoir utilisé la terminologie de parlementaire, j'ai parlé d'hommes et de femmes politiques. Je crois qu'on peut être un homme ou une femme politique sans être nécessairement parlementaire. Je n'ai pas indiqué que j'identifiais ou que je remettais, et je ne le fais pas, en cause la crédibilité et le sérieux de cette commission. Loin de moi, je n'ai jamais tenu de tels propos. J'ai simplement indiqué qu'en 20 ans d'expérience, j'ai, et d'autres personnes qui travaillent à cette heure avec moi, été le témoin, direct ou indirect, d'un certain nombre de dossiers. J'aime peu cette terminologie de liste, parce que si c'est simplement sortir une feuille A4 avec 15 noms dessus, ça ne vaut que le papier sur lequel c'est imprimé. Je préférais qu'on parle de dossiers, qui sont des dossiers éminemment techniques. Vu la sensibilité de certains des noms qui sont inclus, les praticiens ont fait preuve d'une volonté d'obscurité importante, et donc l'écheveau pour les enquêteurs est très complexe. Et il a donc fallu faire un travail qui continue de mise en relation, de consolidation, d'explication, de lien de ces informations pour qu'elles soient exploitables par la justice. Pour les autres aspects de votre question, je ne me prononcerai pas et la justice fera son travail. C'est tout, M. Germain. Je passe à M. Houillon. Merci, Monsieur le Président. Enfin, très rapidement à ce stade. Est-ce qu'un établissement comme la Banque Rail, qui, si j'ai bien compris vos propos, intervient
finalement en quelque sorte comme courtier, puisque les fonds sont physiquement placés à l'UBS, est-ce qu'elle sélectionne ses clients? Si je pose autrement ma question, parce qu'on parle d'une somme de 600 et quelques mille euros, est-ce que 600 000 euros, c'est un placement, enfin, ou une somme, qui intéresse ce genre d'établissement? Est-ce que c'est la moyenne des comptes, ou en tout cas, est-ce qu'on trouve beaucoup de sommes comme celle-ci qui peut paraître, pour des non-habitués, un peu faible par rapport à ce qu'on peut s'imaginer? Je ferai une réponse d'ensemble. À l'époque où ce compte semble avoir été ouvert, d'abord je précise que REL, depuis novembre 2010, est devenu banque, donc ils n'ont plus besoin d'envoyer les clients ailleurs. Mais à l'époque, ils étaient maîtres et propriétaires de la relation, mais la partie hardware de la relation, si je puis m'exprimer ainsi, était ailleurs. À l'époque, pour un établissement comme celui-ci, qui était un établissement de taille petite à moyenne, mais plutôt petite au regard des autres établissements de la place de Genève, un établissement qui voulait assurer un développement commercial rapide et dynamique, il était très courant d'accepter des comptes du montant que vous avez mentionné, voire des comptes plus petits. L'idée étant entre guillemets, de prendre des parts de marché, mais je vais aller plus loin dans ma réponse. Il est très clair que dans un dossier comme celui de M. Cahuzac, un établissement comme REL serait très bien que ce ne sont pas les hommes et les femmes politiques qui sont nécessairement les fortunes les plus intéressantes en termes de taille, par rapport à d'autres clients qui ont des fortunes considérables. Néanmoins, ce qui est intéressant quand on a un client comme M. Cahuzac, c'est qu'on s'ouvre des portes. On s'ouvre un accès à des réseaux, on s'ouvre un accès à ce que je qualifierais de centres d'influence, et c'est plus probablement ce que l'on recherche en acceptant un client comme celui-ci que la rentabilité qu'on dégagera sur ses avoirs personnels qui, à comparer d'autres clients beaucoup plus fortunés, est très limitée. Mais on prépare l'avenir d'une certaine façon en acceptant des clients de cette nature-là. Oui, une deuxième question qui a déjà été posée 100 fois, mais enfin sur laquelle je reviens, s'agissant de la réponse de l'UBS aux autorités françaises, enfin via les autorités suisses. Donc cette réponse, elle précise de manière appuyée qu'elle est limitée aux renseignements qui ont été demandés ou à la période pour laquelle les renseignements ont été demandés. Bon. Est-ce que selon vous et d'après la pratique que vous avez, je vous ai entendu tout à l'heure, je veux simplement vérifier que j'ai bien compris, est-ce que c'est une réponse claire à contrario qu'il n'y a rien pour cette période, mais que ça veut dire clairement qu'il y a autre chose pour une autre période si l'interrogation avait porté sur cette autre période, ce qui n'a pas été le cas? Est-ce que c'est de manière un peu plus nuancée, un message subliminal pour laisser entendre qu'il faut chercher peut-être un peu plus loin, ou est-ce que c'est une clause de style voilà, c'est une forme de réponse qui n'envoie aucun message? À mon avis, c'est tout sauf une clause une figure de style. Je pense que l'UBS, à la fois connaissant quand même la sensibilité du client en question, commence à se préparer et à se protéger, en se disant nous ne voulons pas être taxés plus tard d'avoir menti ou d'avoir fourni la mauvaise réponse. On essaye de dire aux gens qui savent lire entre les lignes pourquoi on donne cette réponse. Et sur le fait qu'on ne prétend pas des choses dont on sait par ailleurs qu'elles existent et qu'elles sont vraies. Donc je pense que c'est une protection juridique avant tout de la part de l'UBS. Je pense aussi, mais c'est peut-être moins... je ne peux pas me mettre à la place des gens de l'UBS et du service juridique qui a fait cette réponse. Je pense que c'est une opinion tout à fait personnelle. Vous avez parlé de message subliminal. Moi, je parlerais peut-être de clin d'œil ou d'appel du pied. Dans le cadre d'une période où l'UBS se sait déjà être sous les fourches codines françaises, dans une période extrêmement tendue sur toutes ces questions en France, et où l'UBS
veut montrer, peut-être, c'est peut-être, et ça n'est qu'une opinion personnelle, une forme de bonne volonté et de coopération qu'elle ne peut pas faire de façon précise parce qu'elle outrepasserait ses droits sur le plan juridique, mais que néanmoins elle glisse dans ce document. Mais de façon plus technique, je pense que c'est avant tout une protection de la part de l'UBS. Madame Dalloz. Merci, Monsieur le Président. En complément de ce qui vient d'être dit, moi j'avais effectivement une question sur le sens et la rédaction de votre demande d'entraide que vous avez déposée dans le cadre de votre PV d'audition, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc pour être plus précise par rapport à cela, vous avez dit tout à l'heure qu'en explication plausible sur la réponse qui a été faite de la banque UBS à l'administration suisse, il était fortement envisageable une protection juridique, ce qu'on peut entendre. Mais je voudrais revenir à la question à poser. Vous avez, et monsieur le rapporteur n'a pas apprécié, mais vous avez, semble-t-il, une interprétation sur le fait que la question a été très précisément posée sous cette forme-là. Alors, quelle est, à votre sens, c'est une interprétation très personnelle, les raisons qui justifieraient l'orientation de cette question, puisque, si j'ai bien entendu, vous avez dire que, vu la formulation de la question, la réponse ne pouvait être que celle qui a été faite. Vous avez tout à fait bien compris mes propos. Il n'y a clairement que deux scénarios, c'est binaire. Ou c'est de l'incompétence, et je pense qu'en France, nos ministres ont suffisamment d'experts dans leurs administrations de tutelle pour être tout à fait au fait de ces questions, de ces pratiques, de ces techniques, des relations entre la France et un pays comme la Suisse. Et je ne crois pas que s'il s'agit d'incompétence, elles viennent de l'administration. Donc, ou c'est de l'incompétence, ou il y a une motivation volontaire. S'il y a une volonté et une conscience de poser les mauvaises questions pour obtenir les réponses que l'on souhaite, il y a deux sous-scénarios à ce scénario, où on est persuadé de l'innocence de la personne mise en question, et auquel cas, on veut simplement pouvoir gagner peut-être un peu de temps pour permettre de faire toute la lumière et avoir une disculpation d'ensemble. Mais j'ai quand même du mal à y croire, vu encore une fois les éléments entre les mains des enquêteurs. Ou bien alors, on connaît la culpabilité de cette personne et on se dit que la seule façon de l'aider à se dédouaner, c'est d'obtenir la seule réponse qui puisse vraiment faire foi médiatiquement, politiquement, et qui est une réponse des Suisses qui, à peine reçue, se retrouve brandie dans le journal du dimanche et permet de dire, mais regardez, même les Suisses qui ont vraiment fait leur travail, ont bien coopéré, dédouanent complètement la personne incriminée. Je reste, et ça n'est qu'une opinion personnelle, que je reviens sur ma maxime de tout à l'heure, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers collègues? Oui, madame. J'ai quand même une observation par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a quand même une enquête, c'est une enquête administrative, mais on sait bien qu'elle est doublée par une enquête autrement plus efficace, qui est une enquête judiciaire. Il y a eu un moment, madame, où j'imagine que, étant donné les dépositions qui avaient été faites, il était difficile d'empêcher les juges de faire leur travail. Mais je dirais que la période administrative était une période bien commode qu'il fallait certainement exploiter pour obtenir les réponses désirées. À partir du moment où les juges interviennent, là, effectivement, on n'a plus possibilité d'orienter les choses. Mais avant que les juges interviennent, monsieur, vous êtes entendu lorsqu'il y a une enquête préliminaire. Bon, on est tout à fait, on ressasse toujours les mêmes choses. J'ai bien compris que j'ai été entendu avant qu'il y ait enquête préliminaire. Non, après qu'il y ait enquête préliminaire. Simplement, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y avait, même au moment où la première demande a été faite, des éléments suffisamment clairs, facilement détectables et exploitables
Moi, monsieur, si j'étais mis en cause comme étant client éventuel d'un établissement suisse, je voudrais que la réponse des Suisses, elle vienne de l'ensemble des établissements. Qu'on puisse jamais me sortir 2 ans plus tard qu'on avait oublié de poser la question à un tel ou à un tel. Donc si moi je veux établir mon innocence, je pousse à ce qu'on dise, mais demandez à tout le monde, soyez très précis dans la question, de façon à ce que, une fois qu'on aura la réponse, une fois pour toutes, on me laissera en paix et je montrerai que j'ai été la victime de calomnie. Donc je ne comprends pas, quand on est sûr de soi et quand on est sûr de son innocence, pourquoi même M. Cahuzac lui-même, qui aurait très bien pu faire des choses par l'intermédiaire de ses avocats, n'a pas posé la bonne question et que l'ensemble des membres du gouvernement qui l'entouraient n'aient pas posé la bonne question. Et je dirais la même chose s'il s'agissait d'un gouvernement de droite pour qu'on soit très clair là-dessus. Si le président me permet, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il est d'usage, dans ce type de démarche d'aide administrative, qu'on informe la personne qui est en cause, qu'on l'informe à la fois de la démarche Et de la réponse. et de la réponse? Alors, à ma connaissance, les établissements, enfin les autorités suisses et les établissements bancaires concernés se doivent, et ce qui se passe entre la Suisse et les États-Unis en offre aujourd'hui de nombreux exemples, d'indiquer aux personnes concernées le fait qu'une question a été posée et l'indiquer au client ou à l'un de ses représentants légaux. Et la réponse? Par contre, il n'y a pas obligation de communiquer la nature de la réponse. Mais est-ce que il n'y a pas d'obligation, mais quelle est la pratique? La pratique suit strictement la loi, à savoir que, mais malheureusement, on a vu, notamment vis-à-vis des États-Unis, que beaucoup de demandes ont été faites et qu'il a été interdit aux établissements bancaires et d'ailleurs, il pourrait y avoir des recours en droit interne suisse là-dessus. Il a été interdit aux établissements bancaires de faire savoir que des demandes d'information étaient faites sur tel ou tel client. Normalement, si l'établissement, si les autorités suivent les textes, ils sont tenus d'informer le client concerné. Si je vous pose cette question, c'est qu'on l'a posée à Jérôme Cahuzac la semaine dernière. Alors, sur l'information comme quoi la démarche était en route, effectivement, oui. Et sur la réponse, il nous a dit qu'il a été tenu informé, ou ses conseils, sur la tonalité de la réponse. Voilà. Je suis très surpris de cette réponse parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation d'informer. Il est même très rare que la nature de la réponse soit communiquée. Le premier point est incontestable, puisque dans sa réponse, l'administration suisse dit, s'agissant des années 2006 à 2009, notre réponse s'inscrit dans une démarche de bons offices, faute de base légale pour cette période. Après consentement de maître Edmond Tavernier, représentant M. Jérôme Cahuzac, la banque nous a informé qu'elle ne tenait pas non plus d'avoir, dont M. Jérôme Cahuzac était titulaire ou ayant droit économique sur ces années. Ça veut donc dire que la réponse de l'autorité suisse, c'est de dire j'ai élargi de 2006 à 2009 parce que j'ai eu l'accord. Enfin, je comprends ça comme cela. Peut-être qu'il y a d'autres interprétations. Parce que j'ai eu l'accord de l'avocat de M. Jérôme Cahuzac pour l'étendre. Donc, ils sont parfaitement au courant qu'il y a une demande. Alors reste la réponse, comme l'a dit le rapporteur. M. Cahuzac dit que ce n'est pas lui qui a eu la réponse, c'est son avocat, c'est-à-dire probablement Maître Edmond Tavernier. Il n'a pas eu le texte de la réponse, mais le sens de la réponse. Je vous dis ce qu'il nous a déclaré, puisque c'est le seul point sur lequel il nous a éclairé. C'est pratiquement le seul. C'est très difficile, vu de l'extérieur, de se prononcer. Le seul commentaire que je peux faire est que tout ça me semble très, très inhabituel. Et comme vous l'avez très justement pointé, nous étions dans le cadre d'une démarche qui n'était pas une démarche judiciaire, mais une démarche administrative, où visiblement le process suivi a été très, j'allais dire, informel et à bon vouloir du côté suisse. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Vous avez parlé de la catégorie des PEP. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, les personnes exposées, les personnalités exposées politiquement. C'est une catégorie juridique en Suisse ou c'est une pratique interne à certains établissements? Ça n'est pas une catégorie juridique, mais néanmoins, cela est codifié dans les textes bancaires. Donc la FINMA, l'ancienne Commission fédérale des banques, a des critères très précis qui sont communiqués aux établissements,
indiquant sur quelle base on doit juger de la nature PEP ou non PEP d'un client. Néanmoins, il y a une assez grande liberté qui est donnée aux établissements. Les établissements se doivent d'avoir des comités dits de déontologie, de compliance, qui sont censés être des comités indépendants, où il est décidé lors de l'ouverture d'un compte si ce client doit être classé PEP ou pas, et si oui, quelles informations complémentaires doivent être demandées afin de s'assurer que l'argent crédité n'est pas le produit de la corruption ou d'activités illicites au terme du droit suisse. Néanmoins, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans certains établissements, en particulier les établissements de petite taille, ces comités de déontologie ont dans leur tour de table finalement à part une ou deux personnes en plus, les actionnaires et les dirigeants. Et donc, on est un peu chez soi, si vous voulez, et on prend ses propres décisions. Donc, le fait qu'un établissement ne classe pas un client comme étant un client PEP, alors qu'il l'est, peut être possible. Néanmoins, en cas d'audit par les autorités bancaires suisses, comme tous ces établissements en sont l'objet, il pourrait avoir des remontrances dans ce sens-là, mais il y a des critères très précis. Oui, mais quelle est la conséquence d'être classé PEP ou pas PEP? Une surveillance, alors au moment de l'ouverture du compte, une demande complémentaire de documents visant à prouver la nature et la source des fonds qui alimentent le compte. Et puis, durant toute la vie du compte, une demande systématique de justification des entrées et sorties pour vérifier que c'est dans un but que les mouvements correspondent à des opérations licites. Donc il y a beaucoup plus de questions posées, beaucoup plus de documents à fournir et une surveillance accrue des mouvements qui devrait entraîner une déclaration précoce aux autorités suisses si il était supposé qu'il y a des dysfonctionnements. Mais dans le cas qui nous intéresse, il semblerait qu'il ait ouvert ce compte en Suisse au début des années 90. Ça n'est pas une personnalité politique. Donc, quand quelqu'un a déjà ouvert un compte en Suisse et qu'il devient 5 ans, 10 ans plus tard une personnalité politique, on reclasse périodiquement? Il aurait dû, peut-être cela a-t-il été le cas, il aurait dû être, au moment où il est considéré qu'il a des responsabilités politiques suffisamment importantes, le dossier aurait dû être réexaminé et faire l'objet d'un classement PEP. Néanmoins, dans ce dossier, il y a un élément d'information dont on a peu parlé, qui est que il y a, semble-t-il, des contacts qui ont été pris au départ lorsque REL a transféré ses premiers clients vers Singapour avant le 31 décembre 2009. La loi REL n'était pas encore banque en Suisse, donc ne pouvait pas demander une licence bancaire à Singapour. Ils ont donc été obligés de passer par un statut intermédiaire qui, au départ, ne leur permettait de n'avoir que 30 clients à Singapour avant de devoir demander une licence complète. Donc ce sont les clients les plus sensibles, entre guillemets, qui sont partis en premier. Comme REL n'avait pas de licence bancaire à Singapour, pour ces comptes-là, ils ont été obligés, comme ils le faisaient en Suisse avec l'UBS, de trouver un sous-dépositaire. Et il semblerait que le sous-dépositaire choisi, ultimement, ait été la banque Julius Baer. Il y a eu visiblement une réaction de la part de Julius Baer qui, quand on lui a dit qu'on allait transférer le compte Cahuzac, a accepté en sous-dépôt ce compte, mais a très rapidement fait des demandes d'informations complémentaires qui ont justifié le fait que, visiblement, le sous-dépositaire final choisi n'était plus Julius Baer, mais était à Singapour également, probablement l'UBS. Ce qui me laisse l'élément intéressant de cette information, c'est que visiblement, on a présenté à Julius Baer un client sans nécessairement mettre en avant la nature PEP de ce client. Donc si on n'a pas mis en avant la nature PEP de ce client au moment du transfert à Singapour, je me pose la question de la classification PEP de ce client alors qu'il était en Suisse. Le transfert du compte nécessitait un déplacement de Jérôme Cahuzac en Suisse? Alors, si un établissement respecte les règles de non-démarchage illicite sur le territoire français et de non-assistance au blanchiment fiscal, les représentants de cet établissement ne devraient jamais mettre ne serait-ce qu'un pied
sur le territoire français. En l'espèce, j'ignore. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, des instructions, tout dépend de la façon dont le compte a été ouvert. Si M. Cahuzac était, parce que le compte était en nom propre, ou via des structures dont il était identifié comme l'ayant droit, à ce moment-là, tous les ordres de transfert devaient porter la signature de M. Cahuzac. Si par contre le compte... Alors, est-ce que cette signature a été faite à Genève ou est-ce que les représentants des établissements se sont déplacés sur le territoire français ou à l'étranger? Je l'ignore. Si par contre le compte était détenu par des structures dont les signataires officiels n'étaient pas M. Cahuzac, directeur de conseil d'administration, représentant du trustee, représentant d'une société d'assurance vie, à ce moment-là, il n'y avait pas nécessité de signature de M. Cahuzac. Merci. C'est-à-dire, pour être très, très concret dans cette affaire, dans l'enregistrement, dont il semble que ce soit un échange entre M. Dreyfus et M. Cahuzac, qui date de fin 1999, M. Dreyfus explique à M. Cahuzac qu'il ne peut pas fermer le compte sans aller physiquement en Suisse. Il y a des phrases là-dessus. Vous confirmez qu'effectivement, on ne peut pas, parce qu'à un moment, il demande est-ce qu'on ne peut pas donner mandat ou je ne sais pas quoi, enfin donner une signature. Ça, c'est fin 2000, qu'est-ce que j'ai dit 99 Non, fin 2000, c'est fin 2000, un an plus tard. Mais enfin, peu importe. Sur le fond, vous confirmez qu'effectivement, il fallait qu'il y aille. S'il voulait fermer, transférer. Vous ne pouvez pas le faire par un mandataire. S'il l'avait fait par un mandataire, il aurait fallu qu'il donne procuration à ce mandataire. Mais s'il avait donné procuration, si la procuration prévoyait dans son libellé qu'elle était valable même dans le cas d'ouverture ou de fermeture de compte, à ce moment-là, le mandataire titulaire de la procuration était tout à fait habilité à le faire, si la procuration était rédigée dans ce sens-là. Mais dans la conversation, M. Dreyfus lui dit non, il faut que vous y alliez personnellement. Enfin, je sais pas, c'est la transcription qu'on a. En général, la pratique en Suisse, c'est que pour les opérations de gestion principale, et la clôture d'un compte en est clairement une, il est très souvent demandé par les établissements d'avoir une explication sur les motivations de l'ouverture ou de la fermeture d'une relation bancaire, parce que notamment se pose la question, si le compte a une ligne créditrice, de savoir où et pour quelle raison la ligne créditrice est envoyée. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que M. Dreyfus a probablement, d'un point de vue de pratique bancaire, recommandé à M. Cahuzac ou incité M. Cahuzac à se déplacer lui-même, mais d'un point de vue juridique, ceci aurait très bien pu se faire à distance. J'imagine aussi que M. Dreyfus ne souhaitait peut-être pas que les représentants de l'établissement viennent sur le territoire français au contact d'une personnalité sensible comme M. Cahuzac, avec les risques de transport de documents et de passage de douane avec de l'information compromettante. Bien, merci M. Condamine-Gerbier pour cette longue audition. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous avons une deuxième audition cet après-midi qui commencera à 16h30 de Jean-Noël Catu, puisque nous avons retrouvé M. Catu et donc il se rendra. Donc tout à l'heure, alors le lieu... Ah ben moi j'ai 16h... J'ai 16h30. Nous sommes bien... Non, 16h30, je vous confirme. 16h30 et c'est ici, salle Lamartine. Donc à tout à l'heure, 16h30. Merci.